C'est-tu beau un peu ça? Bonjour Louis, comment ça va? Ça va très bien. Ça me rappelle tellement des beaux souvenirs, Philippe. Là. Ah ouais? Moi, Majiji Africa Safari, c'est une histoire d'amour avec moi. Vraiment, là, moi et ma conjointe, on est allés 2 fois. Même le fils Aline est venu au premier voyage OK. on a fait là. Regarde, il marque vivez votre rêve, là, dans la petite intro qu'on a fait. C'est vraiment ça. Ça a été des séjours incroyables. Et je n'aurais pas été au bout du monde si ça n'avait pas été avec des gens en qui j'avais pleinement confiance. Ouais, parce qu'on va se le dire, ben, je côtoie quand même quelques personnes qui ont eu la chance d'y aller, puis c'est quand même assez complexe d'organisation quand c'est la première fois, puis OK, comment je me lance? Fait que je pense que ça vaut la peine vraiment, si des fois ça intéresse quelqu'un, d'y aller avec des gens d'expérience. Ben oui, puis des gens qui sont sur place à 99,9% du temps, des Québécois, propriétaires, vraiment, ça fait toute la différence. Toi, tu t'es marié Moi, j'ai tout fait en d'abord. Afrique. Je me suis fiancé dans un Fiancé, voyage, ouais. puis après ça, je me suis marié. La Fait que, regarde, totale. la totale, vraiment, là, ça a été... c'est des moments incroyables, vraiment. Puis j'ai vécu le safari de chasse, Ouais? et après ça, j'ai vécu le safari photo. OK. Wow! Wow! Parce Fait que, que, on n'y est pas trop, on fait ouais. rentrer notre invité. On y va Vraiment. avec qui aujourd'hui? C'est France Boucher, la copropriétaire de Majiji Africa Safari. Fait qu'on l'introduit. Bonjour Anne-France, ça va bien? Bonjour à vous deux, ça va très bien, vous aussi? Oui, merci beaucoup. France, ça fait un petit bout qu'on s'est parlé. Je pense qu'on s'est parlé au Salon de la Pourvoirie cet hiver un peu. Comment ça va chez Majiji? Est-ce que le contre-coup de la COVID est vraiment derrière vous? Que les gens retournent en Afrique? Comment ça va un peu? Oui, les contre-coups sont pas mal derrière nous. C'est sûr que la situation économique du Québec fait en sorte que ça l'a peut-être ralenti un petit peu cette Ouais. année, mais quand même, on a un beau taux d'occupation. Le personnel est occupé à l'année, donc on est très content des résultats là, depuis la COVID. Bon. Moi, je le sais que je pense que j'ai été le premier, à l'époque, le premier média à aller chez Majiji Africa Safari quand vous avez acheté la première partie de votre territoire. Peux-tu m'en dire un peu plus où vous êtes rendu? Combien de kilomètres carrés vous avez? Combien de sites d'hébergement et tout? Un peu, mettre ça à jour, là, même pour moi personnellement. Oui, avec les années, on a fait quelques acquisitions. Donc, on est passé de à peu près 680 hectares à plus de 5000 hectares maintenant, Wow. ce qui nous fait un territoire d'à peu près 50 km². Très montagneux, donc Ah, diversifié en plateau. Donc, on a un beau choix de gibier aussi maintenant. Et ça nous permet aussi d'avoir 3 lodges qu'on peut exploiter. Donc, on pourrait recevoir jusqu'à une cinquantaine de personnes. Pour le moment, on se limite à 2 lodges à la fois, là, puis à peu près une 30-35 personnes. Dites-moi, en France, j'ai pas d'expérience de chasse en Afrique, mais comment ça marche dans le fond? Parce que ça, on entend beaucoup de oui dire dans le sens que bon, c'est pas des territoires exclusifs, c'est des territoires à tout le monde, il y a des places qui disent chasse en enclos, pas en enclos. C'est comment ça marche? Pouvez-vous éclairer un peu les gens sur ça? Dans votre cas à vous, chez Majiji, c'est quoi le Ben, fonctionnement? ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est qu'en Afrique du Sud, tout est clôturé. Peu importe où vous allez aller, que ce soit, puis quand je dis tout, là, qu'on parle de l'épicerie, qu'on parle du vendeur de fleurs, qu'on Mhm. parle d'une ferme, tout est clôturé en Afrique du Sud. mhm. C'est leur façon de délimiter ta propriété, peu importe OK. quel type de commerce que tu fais. Donc, en partant, il faut penser à ça. La raison pour laquelle, d'ailleurs, on a acheté de plus en plus avec les années des grands territoires, c'était ça, c'est qu'on ne voulait pas que les gens se sentent dans un enclos. On ne veut pas que les gens se sentent dans un endroit restreint. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de travailler comme ça. Si tu débarques à un bout de la propriété, je te garantis que tu ne seras pas rendu au lodge pour souper le soir. Tu vas te perdre bien avant OK. ça. Puis, on essaie aussi, quand on n'a pas tous les gibiers chez nous, on va essayer de travailler avec des propriétés qui ressemblent à la nôtre aussi. Donc, on s'est assuré de pouvoir travailler comme ça. Puis, c'est pas vrai qu'il y a du territoire libre en Afrique. Tout est privé. La chasse pour les locaux, pour les Sud-Africains, va se faire dans des périodes données, comme ici au Québec. OK. Mais encore là, ça va se faire avec des permissions chez des propriétaires terriens. Par contre, nous, on a, comme toutes les pourvoiries d'Afrique du Sud, les permis pour pouvoir chasser à l'année. OK.
Mais comme elle disait, France, ils sont rendus à 50 km². C'est immense, pareil. C'est immense. Moi, j'ai eu le privilège, parce que je trouve que c'est un privilège, le dernier coup que je suis allé, j'ai survolé le territoire en hélicoptère. OK. Wow! Ah ouais. Oh, c'était capoté. C'était vraiment ça. Ça a été. Il y avait une opération, je ne me rappelle pas quoi exactement, de relocalisation de bêtes, je ne sais pas trop quoi, en tout cas, ou un inventaire. Puis il y avait un hélicoptère là. Hey, Puis ils juste m'ont faire invité attention, la caméra, elle shake, le monde va mal à la tête à nous écouter. Faut pas que je touche à. OK. Mais c'est ça. C'est 50 km². OK. Là, c'est vraiment. Puis il y a même des animaux que vous n'êtes même pas au courant qui sont sur le territoire, hein, je pense. Hein? Des prédateurs, des fois, qui vont rentrer. On en découvre à toutes les années. On fait un décompte des animaux une fois par année, mais c'est jamais exact. Hein, on ne peut pas toutes les voir. Et puis, cette année, on a réalisé qu'on avait près d'une cinquantaine de Cape Buffalo, alors qu'Éric et moi, on était convaincus qu'on en avait à peu près une trentaine sur le territoire. On a dit, bon, ils sont sortis de où? Bon, il y a probablement eu plus de naissances à un moment donné qu'on a supposé. Le territoire est tellement grand qu'on réussit, nous autres aussi, à avoir des surprises. Exact. Je présume, il doit y avoir aussi de l'échange dans le sens, je ne sais pas quand on dit des clôtures, mais tu sais, un impala, ça saute, là, des fois, ça doit passer par-dessus, il en rentre, il en sort. Exactement. Il y a de l'échange. Exactement. Le gibier va sauter à peu près n'importe quand. On le sait même ici au Québec. Hein, j'ai vu des sauts d'orignal, ça peut sauter très haut. Ce n'est pas une clôture de 2 mètres qui va les empêcher. La girafe, elle fait juste l'enjamber. Donc, notre travail à nous, c'est de s'assurer que les animaux aient suffisamment de nourriture, suffisamment d'eau, que les femelles, ce soient des belles femelles prêtes à reproduire, puis les animaux vont rester à la maison tranquillement. Un séjour type France, c'est combien de jours? 9? Généralement, oui, on fait des forfaits basés sur 9 jours. Avec les transports du Québec, ça nous mène à un 12 jours là, de partie du Québec. Si les gens veulent prendre le voyage un peu plus relax, parce que c'est quand même très loin, et ils font des plus longues escales, bien, on peut les amener ça à leurs 2 semaines de vacances là, assez facilement. Oui, c'est ça, parce que je sais pas, mais disons, exemple, on part de Montréal, on peut arrêter à Paris. C'est combien de temps de transit? Ben, Paris, Montréal-Paris, c'est 6 heures, hein, France? Montréal-Paris, c'est 6 heures dans un sens, 7 heures dans l'autre, à cause de la rotation de la Terre. Mais, puis, bon, mettons, Londres, c'est un petit peu plus long, Amsterdam, c'est différent. Ouais. Mais on peut calculer un 7 heures là, sur l'Europe. Après ça, on va avoir un 10 heures, 10 heures et demie jusqu'à Johannesburg et il va nous rester un petit vol local d'1 heure 15 sur Port-Élisabeth. Exactement. Mais ça va bien. Moi je n'ai pas eu de problème avec ça. Puis j'ai trippé bien raide parce que quand on est allé avec le fils de Lynn, on avait, je pense, 12 heures à attendre à Paris. On est allé à Paris, on est allé voir la Tour Eiffel, on est allé faire ça. Mais comme France dit, on aurait pu dire, hey, on veut rester 3 jours à Paris, puis après ça, s'en venir. Tout est modulable selon tes besoins, vraiment. C'est ça qui est plaisant. Tu n'achètes pas un package qui est bien rigide et tout. Tout peut être adapté. Là, Puis vous, dans le fond, mettons, quelqu'un qui est pas nécessairement à l'aise de faire des gros voyages de même, c'est à quel moment vous prenez, mettons, le client en charge, vous l'accueillez à l'aéroport final? Oui, mais dès que le client nous contacte, j'ai toujours, Éric et moi, on a toujours pris la peine d'aider les gens. Fait que je vais les aider avec les vols d'avion, je vais les aider à choisir plein de choses. Je vais vraiment les diriger vers les. Ben oui, on a 10 ans d'expérience maintenant. On sait les trajets qu'il faut faire, ceux qu'il ne faut pas faire. Je continue de faire des recherches pour les clients. Tu sais, les clients, une des choses que les clients me demandent, c'est bon, qu'est-ce qu'il faut que je mette comme médicament? Ça me prend-tu des Tylenol? Bon, premièrement, en Afrique du Sud, il y a tout ce que vous voulez. La médecine est aussi avancée, sinon plus, même qu'au Québec. Mais j'ai découvert dernièrement que toutes les pharmacies au Québec maintenant font des petites trousses de voyage. Tu vas à la pharmacie avant de partir, puis ils te donnent un petit coffre, là, qui ont mis un genre de petit coffre à crayon, puis là-dedans, ils ont mis des Tylenol, des Gravol, des Imodium, du polysporin. Ils ont mis tout un petit kit qu'on devrait avoir pour voyager. Fait que maintenant, tu vois, ça fait partie de la liste des choses que je dis aux clients, bien, passez par la pharmacie.
Au niveau des vaccins, France, c'est quoi exactement? Parce que ça varie énormément où tu vas aller en Afrique, là, justement, là, même en Afrique du Sud, où tu vas aller. Mais dans votre cas, vous, ou votre territoire, c'est quoi que ça prend comme vaccin? Il n'y a aucun vaccin obligatoire Ah, en OK. Afrique du Sud, premièrement. Ce ne sont que des recommandations de Santé Canada. OK. OK. La région où nous, on est sans malaria. OK. Donc, il n'y a pas beaucoup de plans d'eau statiques. Donc, on n'a aucun problème de malaria. Fait que les gens n'ont pas besoin de se prévaloir des médicaments pour ça. Sinon, le restant, ça ne reste là, que les recommandations d'usage, là, Santé Canada. Donc, on parle d'hépatite A et B, tétanos et fièvre typhoïde. OK. C'est à peu près tout. Je sais que dernièrement, justement, il y a des clients qui m'ont parlé d'un virus, d'un nouveau virus là, qui courait beaucoup sur le continent. OK. Je suis allée faire mes recherches et il n'y a pas rien de spécial pour l'Afrique du Sud. On a été épargnés de ce côté-là. Là. J'oublie le nom là, du virus, là, mais on a été épargnés de ce côté-là. OK. Parce que je sais que vous avez différents forfaits, mais le forfait, quelqu'un qui voudrait s'initier pour la première fois, récolter quelques gibiers, vous faites des suggestions, je pense, de telle bête, que ça peut coûter un package de combien environ et tout? On est autant pour le safari photo que pour une chasse de base là, avec 4 petits animaux de base ou 3 animaux avec un parc parce que des fois les gens veulent faire un peu des deux. On parle de 2 900 $ américains par personne pour 2 personnes avec un guide. Chez nous, on ne parle pas d'occupation double pour la chambre, on parle d'occupation double pour le Pour guide. le guide. Vous êtes 2 amis de gars, puis j'ai assez de place pour vous donner chacune une chambre, ben, il n'y aura pas de supplément. C'est vraiment pour le guide qu'on travaille, l'occupation OK. simple, l'occupation double. À cela s'ajoute le billet d'avion. Oui, C'est ça. les prix ont un petit peu augmenté par contre depuis la COVID. Ouais. Donc là, on parle autour de 1 800 $ en ce moment là, pour un OK. billet d'avion. OK. Avec une escale. C'est ça? Avec 2 Deux escales. escales. Montréal, exemple, Paris. L'Europe, Johannesburg, Oui, OK, Johannesburg. oui, en comptant Johannesburg, exactement. Oui, Exactement, c'est ça. Mais quand tu es exact. rendu, c'est ça. Wow. Une journée typique un peu, moi je le sais parce que j'y ai été, là, mais une journée typique de chasse, exemple. Comment ça fonctionne? Euh, Ben, les gens vont d'abord prendre un déjeuner à leur convenance, léger, ou s'ils veulent un petit peu plus, on y va. Les déjeuners, c'est toujours selon ce que les clients veulent. On va partir le matin. Si on chasse sur la propriété aux alentours, on va revenir pour le lunch au lodge. Sinon, les gens vont partir avec leur boîte à lunch. Dans le véhicule, il y a toujours une glacière avec de l'eau. Au bout de 2 jours, le guide va savoir exactement ce que vous buvez. Donc, il va savoir s'il faut qu'il y ait de la bière pour après votre tir. Il va savoir ce que vous avez besoin. Et vous allez revenir au lodge en fin d'après-midi, prendre une petite douche, l'apéro, puis on va manger tous ensemble en famille. 75% du temps, Éric et moi, on mange avec les clients le soir. C'est une tradition. Beaucoup de questions qui reviennent tout le temps à la même chose. Qu'est-ce qui se passe avec la viande? Est-ce qu'on peut goûter Aux venaisons. aux venaisons, même si ça ne serait pas le gibier réellement que tu as récolté, mais au moins le même animal, là? Comment ça fonctionne? Puis la viande, bon, mais comment c'est redonné? Ou en tout cas, comment vous fonctionnez au niveau de la viande? On a notre propre boucherie sur place, donc tous les animaux qui sont chassés chez nous, on va prélever ce qu'on a de besoin pour recevoir nos clients. Notre menu est principalement basé sur le gibier. On va vous faire goûter d'autres choses parce que l'agneau de l'Afrique du Sud est un incontournable. Il faut goûter autre chose parce que les viandes sont tout à fait différentes. Mais principalement, oui, la venaison, vous allez y goûter. Ensuite, on a une trentaine d'employés en grosse saison. Il faut les nourrir. Ils restent à coucher quand ils ne repartent pas à la maison tous les soirs. Donc, il faut les nourrir. Et ils ont des grosses familles. Fait que quand ils repartent la fin de semaine, ben, ils vont repartir avec des pièces de gibier aussi. Et Éric et moi, on est très impliqués au niveau de la communauté autour, des écoles et de toute la communauté. Donc, dès qu'il y a une fête ou qu'il y a un rassemblement, on nous demande pour avoir des animaux entiers pour faire cuire ou des pièces. Si les enfants veulent un party d'hot dog, on va préparer la saucisse puis on va aller le porter.
Donc, il n'y a aucun gaspillage qui se fait proprement dit. Là. Absolument aucun. D'accord. Puis quand on dit aucun, là, il n'y a pas une partie de l'animal qui n'est pas utilisée à quelque chose. OK. Qu'est-ce que le gibier plus populaire, qu'est-ce que le monde vit pour le premier séjour, exemple, là? C'est quoi qui revient le plus? C'est un impala? Oui, c'est sûr qu'à la base, les gens vont venir chasser un impala, un blessbuck. Le warthog, le phacochère va être aussi beaucoup en demande. Après ça, les autres, les gens sont un petit peu réticents. Ils les trouvent petits, mais ils se disent « Ah, je ne peux pas tirer aussi petit que ça ». Mais c'est un défi incroyable d'aller au Diker, au Springbok ou ces autres petites antilopes-là. C'est vraiment tout petit, mais le défi est incroyable. C'est incroyable. Ça mais court, c'est sûr que le sans détour, l'incontournable reste le coudou, qui est absolument magnifique. Fait que dès que les gens ont le budget pour augmenter leur chasse, c'est tout de suite vers ça qu'on s'en va. Puis en termes, parce que je m'y connais vraiment pas du tout dans... C'est-tu des cervidés? Je sais pas, on peut appeler ça des cervidés? Bref, les animaux... Ce sont des cervidés. C'est des cervidés. La différence avec les cervidés d'Amérique du Nord, c'est que ce sont des bois, ce sont des cornes plutôt que des bois. Donc, ils vont pas perdre leur panache. Puis en termes de beauté de panache, mettons, moi, je me dis, là, OK, dans 2 ans, Phil, là, tu t'en vas en Afrique, là. C'est quoi, mettons? C'est le coudou. Ouais, coudou en termes de beauté de panache. C'est incroyable. Incroyable. Mais ils sont tous beaux. Moi, chez nous, j'ai un waterbuck, j'ai un niala. C'est pas rien que les cornes qui sont belles, c'est l'animal, les coloris que tu as. C'est incroyable. Moi, c'est ça, j'ai aussi un impala. Mais mon niala, là, France, là, moi, on dit que c'est beau, ce bête-là. C'est incroyable. Puis aussi, c'est qu'on a réussi avec les années à travailler beaucoup les génétiques. Fait que les gens vont être venus une première fois pour un impala. Puis là, quand ils vont revenir quelques années plus tard, maintenant, nous, on a travaillé des génétiques spéciales. Fait que maintenant, j'ai des impalas noirs, on a des impalas à flanc blanc, on a des impalas saddleback qui sont le dos chocolat et les flancs vraiment pâles, vraiment blancs. Fait que là, les gens sont impressionnés. Puis là, ben, ils veulent avoir un de chaque couleur. Fait qu'ils vont, tu sais, bon an, mal an, on pourrait avoir 50 animaux complètement différents sur notre mur de la maison, puis on n'aurait pas fait le tour encore. Oh, ouais. Wow. Puis là, tu sais, on parle de travailler la génétique, donc je présume que vous êtes capable ou vous êtes en mesure, ou du moins vous faites votre possible pour laisser vieillir certains animaux pour quelqu'un qui voudrait récolter un trophée ou vraiment un animal d'exception, si on peut dire. L'Afrique du Sud, moi, j'aime quand les gens me parlent de la chasse au trophée, c'est pas correct la chasse au trophée en Afrique, c'est le contraire. C'est de la chasse éthique de chasser le trophée parce que c'est des animaux qui ont atteint leur pleine maturité ou qui sont en fin de vie, qui sont en pente décroissante. Oui. On ne va pas chasser un jeune mâle qui va pouvoir nous reproduire. On va vraiment choisir des spécimens qui sont vraiment à la fin de leur vie. Une femelle, chez nous, on va aller à la chasse à une femelle seulement si on voit qu'elle est malade ou que ça fait déjà 2 saisons qu'on n'a pas vu de jeunes bébés autour d'elle. Il y a une raison valable de l'abattre, en fait. Exact. Donc, c'est une chasse qui est éthique. Contrairement à ce que les gens peuvent véhiculer de la chasse au trophée, là, moi, je trouve que c'est totalement l'inverse. Ben, expliquez comme ça, vous avez, en tout cas, pour ma part, je trouve que vous avez tout à fait raison. Quand je vais revenir, la journée où je vais revenir au Québec pour chasser un orignal, ou un chevreuil, ça ne sera pas un spike. Là. C'est fini pour moi. J'ai compris que cet animal-là, il y a encore bien plein de belles années à donner. Là. Exact. Hey France, quand les gens partent, ils partent avec on appelle ça un PH, Professional Hunter. Exact. Et un tracker, c'est ça? Peut-être expliquer un peu le travail de chacun. Là. Le guide, lui, va vous accompagner toute la journée. Dès votre lever le matin, il va déjà être au lodge pour avoir parti la machine à café. Puis le soir, ça va être probablement le dernier à aller se coucher. Fait que lui, il va vous accompagner vraiment toute la journée. Il va vous conseiller, il va
va vous amener au champ de tir avant la première chasse. Puis si vous éprouvez des problèmes au cours de la chasse, il va y retourner avec vous. Ils vont être d'une patience incroyable. Ils ont cette faculté de transmettre au chasseur qui est avec eux là, toute leur connaissance. Le guide de traque, lui, il va avoir été, la plupart ont été élevés en pleine nature et juste par les traces de pas, ils vont être capables de nous dire l'âge presque de l'animal. De très loin, ils vont repérer les animaux. Ils vont suivre du sang. Écoute, ils sont absolument incroyables. Des hommes de C'est bois. pas rare que ça va prendre 15-20 minutes aux gens à repérer avec leurs jumelles l'animal qu'eux autres vont avoir vu à l'œil nu. Et le pH va te, entre guillemets, sélectionner la bête. Autrement dit, va te dire laquelle bête tu peux récolter selon les critères que tu t'étais donné. Parce que des fois, pour pas qu'il y ait de déception, qu'il y ait selon les critères que tu t'étais donné, mais aussi, s'il est trop jeune, il va pas... Même si toi, tu dis, il est assez gros, je le veux, s'il est trop jeune, il va te dire, non, il est pas mature encore, c'est pas encore le temps. Fait que son travail, c'est vraiment aussi de sécuriser la chasse du client, mais de aussi sécuriser notre cheptel, puis de dire qu'on retire les bonnes bêtes du cheptel. Ce qui est particulier chez Madugier Africa Safari aussi, c'est que quand on parle des traqueurs, surtout, il y a une grande majorité qui vivent sur vos terres. Hein? Qui ont leur maison là. Comment ça... J'ai peut-être intrigué quand je suis allé là. Ces gens-là ont un droit, ont quoi? C'est comment? Ou c'est... c'est sûr qu'il y a des gens qui sont nés, puis qui de génération en génération sont restés sur les propriétés et... ils ont des droits ancestraux qui font qu'ils vivent là, puis ça fait partie de... C'est un respect mutuel. T'achètes la terre, t'achètes les employés qui viennent avec. Puis là, acheter, c'est pas le terme approprié, mais ils viennent avec la propriété, puis tu les utilises. Tu n'as pas l'obligation nécessairement de les employer, mais... Ils sont là, fait que c'est quand même facile là, de les utiliser, mais ils connaissent la propriété comme personne ne peut la connaître. Ils sont nés là. C'est des gens qui ont grandi là depuis des générations. Là. Exactement. Puis, mettons, une fois qu'on a récolté, OK, notre séjour arrive à terme, moi, je veux ramener mes bêtes. Ça marche comment, ça? Tout ce principe-là? La viande, c'est non. Ça, c'est sûr. Ça, c'est réglé. Ouais. Le reste, je vais laisser France parler. Nous, on travaille avec des taxidermistes locaux là-bas parce que d'emblée, il va falloir faire une préparation de base, ce qu'on appelle un deep impact. Là, on va faire sécher les peaux, on va s'assurer qu'il n'y aura pas aucun... ou la moindre petite bestiole, on veut pas partir des insectes nuisibles ou autres, des compagnies. Ouais. Donc, on va travailler avec un taxidermiste local et ensuite, on va... mais ça peut être un taxidermiste, là, nous, on en utilise, mais si le client veut qu'on en utilise un autre, d'emblée, on peut faire ça. Et ensuite, c'est une compagnie d'import-export qui va s'occuper du transport jusqu'au Canada. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Canada est un des pays les plus stricts dans le monde pour l'importation des animaux. C'est aussi la portion de votre voyage qui va être la plus dispendieuse. C'est ce qui a augmenté le plus depuis la COVID et c'est vraiment la portion la plus dispendieuse. Puis c'est difficile pour moi d'évaluer ce que ça va coûter cette année, l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais c'est par rapport au transport? Oui, c'est le prix, c'est le cargo dans les avions qui a varié beaucoup et qui continue de varier énormément. D'accord. Okay. Mais on continue de le faire puis de travailler pour... Puis moi, je vais être en contact avec les clients jusqu'à ce que les animaux arrivent chez eux. On parle de combien de temps? C'est quoi? C'est 1 an après le retour du client? Ouais. OK, à peu près un an. Puis mettons, OK, les prix, ça fluctue beaucoup, mais juste pour donner une idée là,
à nos auditeurs, tu sais, mettons, dans la dernière année, ça ressemblait à quoi? C'est sûr, oui, ça varie, puis ça fluctue énormément, mais c'est quoi? C'est un 1500, 2000, 3000? Si on parle de vos, mettons, on parle de vos 4 animaux de base, là, Ouais. puis que nos 4 petites bêtes, puis qu'on les ferait faire en dip and packs, juste salés, préparés, puis que vous les faites faire par un taxidermiste au Québec, on va parler à peu près de 350 $ de préparation Par bête. pour le taxidermiste. Non, pour le pack, Pour le lot, OK. le lot complet. Puis on va parler, je vais parler à peu près de autour de 1000 $ pour l'expédition, jusqu'à chez vous. Si on prenait ces bêtes-là, puis qu'on faisait toutes des shoulder mounts avec, si on faisait toutes taxidermiser la tête. Comme, ouais, c'est ça, jusqu'à la base, là, du coup, comme les chevreuils, on voit ici au Québec souvent, là, ouais. Exact. Je m'excuse, Jean, j'utilise pas mal plus de termes anglophones. C'est bien correct, on va parler là, à peu près là, de taxidermie, là, de frais d'autour de 2000 $ de préparation. Puis on va parler d'un 1500 à 2000 minimum de frais d'expédition aussi. Puis là, je vois déjà les commentaires venir. Les prix de transport, ça fluctue énormément. Fait que ce que Mme France vient de dire là, ça a déjà été vrai. Est-ce que ça va être vrai cette année? Est-ce que ça va être vrai l'année prochaine? On le sait pas. C'est ça, c'est la portion pour laquelle je peux malheureusement rien garantir. On a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas chasseurs. Il y a le safari photo. Oui. Comment il est rendu aujourd'hui? Moi, ça fait 5 ans que je suis allé. C'était extraordinaire. C'est quoi un peu la semaine de quelqu'un qui vient en safari photo? Qu'est-ce qu'il peut s'attendre? Bien, il va s'attendre à du dépaysement total. Puis il va vivre quelque chose d'incroyable. Parce que, tu sais, moi, je me lève le matin, là, je prends mon café, je m'en vais m'asseoir sur ma terrasse, puis en avant de moi, j'ai des girafes. Puis je t'en parle, puis ça fait 10 ans que je vis là-bas, puis j'ai encore la chair de poule. Ah oui. C'est un sentiment qui ne se décrit pas, ça se vit, l'Afrique. Je ne me souviens pas d'avoir laissé partir un client, que le client n'était pas ému quand il part. Ça vient te chercher au cœur, l'Afrique. C'est tous les animaux de notre enfance. Tout notre imaginaire d'enfant a été basé sur ça. Ouais. On pense aux zèbres, aux girafes, qu'on pense aux éléphants. Ça fait toute partie de ce avec quoi on a grandi. Puis là, tu te retrouves face à eux. Tu peux aller marcher près d'eux. On ne peut pas leur toucher parce que ça reste des animaux sauvages, mais on est à quelques mètres. On les voit dans leur élément naturel. C'est absolument magnifique. Fait que les gens vont passer déjà 3 jours sur notre territoire à se promener puis à regarder tout ça. Comme on n'a pas tous les animaux du fameux Big Five, je parle de rhinocéros, hippopotame, éléphant, lion, on va les amener dans 2 parcs différents. Ils vont pouvoir voir ces animaux-là de près, de loin, certaines d'autres fois, mais on quand même assez près. Des fois, j'ai des clients qui ont dit c'était peut-être même un peu trop près. On va aussi passer une journée dans la ville de Grahamstown, qui est une ville coloniale dans laquelle moi, je vais faire mon épicerie tous les jours, mais c'est aussi une ville remplie d'histoires, de belles architectures là, qui datent des années 1830-50, là, encore très, très belles. Donc, c'est vraiment impressionnant d'y passer une journée. Puis, on va aller passer une journée en bordure de mer. Puis, si les gens le veulent, on peut transformer ça en journée de pêche en haute mer pour un léger supplément. Fait qu'on va essayer là, de voir un petit peu de tout au cours du séjour. Pour avoir vécu les deux, chasse, puis après ça, safari, je peux vous dire que les deux sont complémentaires, incroyables. Il faut que tu vives les deux, absolument, absolument. C'est complètement... Moi, le dernier séjour, là, il y a beaucoup d'animaux que je n'avais pas vus lors du premier, que j'ai réussi à tout voir. Tu sais, là, un rhinocéros à 40 pieds de toi, là, t'es là, c'est gros longtemps. Ça doit être impressionnant. C'est wow, tu sais, là. Non, c'est... Puis la pêche, mais c'est un volet que je n'avais pas touché, moi, quand je suis allé. Mais ça ressemble à quoi, une journée de pêche, là? On va partir très, très tôt le matin. Généralement, on va être au quai entre 5h30 et 6h. Donc, c'est sûr que ça va être une journée pour les lève-tôt. On pense qu'à 4h30, on va être parti du lodge.
Et puis maintenant, on utilise un charter, on utilise un capitaine. OK. Écoute, Darren, le propriétaire du Blackfish, est absolument incroyable. Écoute, les gens font des pêches là, absolument magiques. C'est sûr que la pêche reste la pêche, hein, puis on ne peut pas garantir le résultat, mais c'est très, très rare que les gens sont déçus. Puis ce qui est le fun, c'est que je ne peux même pas te dire qu'est-ce qu'on va sortir de l'eau aujourd'hui parce qu'écoute, la variété est presque infinie là aussi, fait qu'on sort toutes sortes de poissons. Comment deux Québécois se sont ramassés propriétaires d'une pourvoirie en Afrique du Sud? Comment peux-tu nous conter ça en 2 minutes, là? Comment ça que vous êtes rendus là, vous autres, là? Écoute, c'était un rêve. On voulait faire un safari. On avait décidé qu'on voulait faire ça avec des amis. Ça devait être notre voyage de noces. Puis finalement, de fil en aiguille, on a décidé d'aller se marier en Afrique. On a amené... Hein? Tu parles d'une idée? Tu parles d'une idée, hein? On a amené 34 amis puis membres de la famille avec nous. Okay. On a notre voyage de noces qui devait durer 3 semaines, en a duré 6. Et on est littéralement tombé en amour avec l'Afrique du Sud. On est reparti de là. On avait fait une offre d'achat, ça avait été accepté. On avait incorporé les compagnies. Écoute, ça a été magnifique. On est arrivé là en début octobre. Et puis, le 15 janvier, on faisait la première pelletée de terre pour construire le lodge puis les premiers hébergements. Wow. Ça a été, autrement dit, un peu là, au niveau des habitations, ça ressemble à quoi? Les gens s'attendent à quoi en termes de confort? Qu'est-ce que c'est? Le premier lodge qu'on a construit sur la propriété, c'est des tentes, un peu style de tente prospecteur. Mais écoute, c'est un plancher en ardoise, la salle de bain, c'est une douche en verre. C'est le confort d'un hôtel. C'est juste que les murs, c'est de la toile. Puis on peut entendre, écoute, les sons des animaux, que ce soit ça le soir, que ce soit les oiseaux le matin. C'est absolument magique. T'es couché dans ton lit, là. Moi, je me rappelle parce que moi et Lynn, on en parlait, là. Puis là, t'entends des zèbres. Ah ouais. C'est écœurant, là. C'est capoté, là. En pleine nuit, là, t'es là. Tu sais, là, on vit vraiment ça, là. Ben, c'est ça l'Afrique du Sud. Ça doit vraiment être impressionnant parce que on peut faire aucun lien avec ce qu'on vit, ce qu'on voit au Québec. Là. C'est complètement différent. Là. On est ailleurs, exactement. Oh, wow. Puis ensuite, on a des chalets. À l'autre lodge, on a des chalets qui sont plus rustiques et on a un chalet de luxe à 2 chambres à coucher qu'on peut recevoir là, des belles petites familles. Là, ça, c'est très agréable. Et ce chalet-là a été modifié aussi, peut accueillir des personnes à mobilité réduite. Ah. Oui, parce qu'on a fait cette expérience-là dans les dernières années. Il y a des gens qui sont venus, qui étaient en fauteuil roulant, des personnes handicapées, des gens d'un certain âge. Fait qu'on a été capable de s'adapter, Éric et moi, pour faire vivre ce rêve-là à tout le monde qui veut le vivre. Exact. Wow. Puis pour ceux qui ne le savent pas, au niveau des armes à feu, comment ça fonctionne? Est-ce que les gens peuvent amener leurs armes à feu ou normalement vous en... Les gens peuvent amener leurs armes à feu, mais c'est beaucoup de travail. Okay. Il faut faire des demandes d'import-export au gouvernement canadien, la même chose au gouvernement sud-africain. Il faut bien choisir sa compagnie aérienne. Et même si tout est en règle, si tout est prêt, le directeur de vol, une fois arrivé à l'aéroport, pourrait décider qu'il ne prend pas vos armes à feu à bord. C'est déjà arrivé. Si vous choisissez de louer nos armes à feu, nous, ce qu'on a fait, c'est avec les années, on a demandé à nos guides de s'assurer d'avoir des bonnes armes à feu, des bons télescopes. Puis, si ça ne satisfait pas le client, on a un coffre dans lequel on a une belle sélection. On parle de 300 short mag, de la 7 mm, on a de la 30-06, on a une 308 à crosse courte pour les femmes, on a une arme de gaucher. Fait qu'on est allé essayer de toucher à diversifier tout. Pour les archers, par contre, ça c'est facile, ça passe comme un bagage de sport, que ce soit l'arc ou l'arbalète. Les gens mettent ça au lieu du deuxième bagage et ça les suit, ça c'est facile. Au niveau des tirs, au niveau de l'arme à feu, justement, ça peut représenter des tirs quelle distance en général?
C'est sûr que mes guides vont travailler très, très fort pour vous mettre sur des tirs de moins de 150 mètres le plus possible. OK. Mais il faut s'attendre dans certaines situations à devoir aller sur un petit peu plus long que ce qu'on est habitué au Québec. Mais les guides sont vraiment fantastiques pour amener leur satisfaction à eux, c'est de s'assurer que la chasse soit réussie. Mais en Afrique, contrairement au Québec, je pense que vous avez le droit des anti-reculs, quelque chose, là? Oui, effectivement, on a le droit aux silencieux, aux Ouais, des anti-reculs. silencieux, Ce qui aide beaucoup parce C'est que, écoute, la différence est énorme. Puis ça aide aussi, le recul, on réussit grâce à ça à faire chasser des femmes qui disaient qu'ils n'étaient pas capables ou des enfants quand même en bas âge. Là. Notre plus jeune chasseur avait 5 ans, donc Ben, on s'en vient. moi, je peux vous confier que je suis un tireur très ordinaire et avec des armes à feu de ce style-là, j'ai eu aucun problème à abattre des bêtes à 950 pieds. T'avais l'impression J'avais l'air d'être un pro, un tireur d'élite extraordinaire. incroyable. Non, non, mais c'est vrai, t'es stable. Ouais. Là, c'est vraiment... Là, Les aucun- guides s'assurent que tu puisses faire un tir stable, éthique. Ils ont tout le Sois temps, à ils ont tout le l'aise. temps un bâton de tir. Fait que Ok. quand ils ont décidé que tel gibier, oui, c'est lui que tu peux récolter parce qu'il répond à tes critères et tout, ils vont installer le bâton de tir, la carabine va dessus, le canon va dessus, t'es stable, puis là, gars, c'est là que tu y vas. Mets toutes les chances de ton bord pour que tu puisses faire une belle récolte, en fait. Exactement. En Puis France, si tu as le oui, goût vas-y. d'essayer d'autres choses avant qu'on se quitte, qu'on parle des armes à feu, si les gens ont envie aussi d'essayer le tir au pigeon d'argile, on a toutes les installations qu'il faut pour ça. Et nous, en Afrique du Sud, on a le droit de se promener avec des armes de poing, surtout sur nos propriétés. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on fait essayer les gens. Les gens ont beaucoup de curiosité pour ça. Donc, on organise là, beaucoup de petites séances de tir, là, puis des jeux comme ça avec les clients. Là, les journées pluvieuses où si la chasse est finie, là, c'est tout le temps agréable. D'accord. Bon, je vais me faire pas l'avocat du diable, mais pourquoi moi, demain matin, je réserverai avec Majiji Africa Safari? C'est quoi qui vous distingue? Ben, c'est moi puis Sans Eric. prétention. Sans prétention. Non, là, sans je sais. prétention, c'est moi puis Eric. Oui. Écoute, on est là, ça fait 10 ans, on est sur place. Le moindre petit pépin, la moindre petite chose, on est là, on vous accompagne. J'ai eu à amener des clients voir un médecin, aller à l'hôpital, c'est déjà arrivé, hein, un accident, une coupure, ça peut être un peu n'importe quoi. Mais c'est notre bagage d'expérience, le fait qu'on ne va pas vous lâcher, que vous allez super bien manger, entre autres. Mais c'est ça, hein? Mais que les gens nous choisissent ou choisissent d'aller ailleurs, l'Afrique va rester l'Afrique. Le bénéfice de Majiji, ça va vraiment être de profiter de notre expérience puis moi, je me fais souvent demander des destinations, que ce soit en Afrique ou au Québec et tout ça. Et sincèrement, tu sais, j'ai pas été une fois, j'y ai été 2 fois, là. Puis, je me mettrais la main dans le feu, tu sais, Tu y que je retournerais-tu? sais, j'y retournerai n'importe quand parce que j'ai totalement confiance en ces gens-là. Puis c'est ça qui est le plus important. Puis ce que France dit, effectivement, tu sais, là, eux, ils sont là. C'est important, là, tu sais, t'es au bout du monde, là. Ils sont capables de se revirer sur un dissous. N'importe quelle situation, eux autres, ils vont être capables de s'adapter. Moi, on m'a dit, j'ai vécu des moments... La pire situation, Louis, c'est la COVID. Oui. Moi, le 19 mars 2020, là, j'avais 19 clients dans mon lodge. Ils se sont levés un matin à 6 heures, puis ils ont dit « on veut s'en aller Ouais. ». J'aurais pu leur dire « ben oui, prenez le téléphone, puis allez-vous-en ». Non, on s'est assis, mon adjointe puis moi, à l'ordinateur. On a été en ligne, on a trouvé des billets d'avion pour tous les clients. À 11 heures, tous les clients qui ont voulu partir avaient leur billet d'avion, leur bagage, ils étaient prêts à partir pour l'aéroport. Fait que, tu sais, c'est vraiment un service du début jusqu'à la fin. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Exactement. Ça, c'est important, ça. Exact. Fait que tu y vas quand, Phil? C'est tentant. C'est tentant. En Hey. France, là, si on veut vous rejoindre, comment ça fonctionne? Ça, c'est bien important. On nous écrit sur le Majiji Safari à gmail.com.
on peut me contacter, fboucher.madjj@gmail.com. Vous allez y trouver mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'appeler. Quand je suis en Afrique, le téléphone fonctionne. Il faut juste penser qu'il y a 6 heures de décalage horaire. Fait que des fois, ça peut être le milieu de la nuit. Ça se peut que je ne vous parle pas longtemps, que je vous dise je vous rappelle demain. Mais 24-48 heures, j'ai retourné les appels, les messages et on part de là. Mais ça va me faire plaisir que les gens m'appellent juste pour de l'information. Ça me fait toujours plaisir. D'accord. Moi, j'ai 2 petites questions que j'oubliais Oui. qui étaient importantes. Les saisons là-bas. Les saisons, c'est vraiment. Il faut savoir que les saisons sont inversées. Hein? Comme Ouais, là, en c'est ce ça. moment, on est en hiver. Donc, les saisons des prime time de chasse sont totalement à l'inverse. Mais la chasse est bonne à l'année. Donc, c'est vraiment ce que la disponibilité du chasseur, c'est tolérance à la chaleur ou à température plus fraîche. C'est vraiment ça qui va déterminer les choix qu'on va faire. C'est sûr que pour le safari photo, d'emblée, moi, j'aime bien septembre, octobre, novembre parce que c'est le printemps. Les naissances. C'est la saison la plus fleurie. Les naissances vont commencer, donc c'est tout le temps un petit plus pour moi pour le safari photo. Bon, c'est beau. J'avais une autre question, je ne m'en rappelle plus. C'est pas grave. Mais merci infiniment, France. Puis on vous souhaite une excellente saison. Puis, n'oubliez pas de suivre France aussi. France a une chronique dans tous les magazines 100% chasse-pêche. Ce mois-ci, justement, c'est sur les zèbres. Fait qu'elle nous donne des conseils et tout ça. Gênez-vous pas. Vous pouvez m'écrire à moi personnellement, directement en France. Moi, vraiment, je vous souhaite que le meilleur, France et Eric. Bien, merci. Au plaisir. Merci, Salut bien, Mme France. Je bye. vous souhaite une belle fin de journée. À la prochaine. Hey, c'est le fun, ça, hein? Oh, gars, c'est des souvenirs incroyables, moi, dire. Là. Quand tu dis sortir sur un 10 cents, je vais vous conter une anecdote. OK, là? Moi, la première fois qu'on va là, on se connaît à peine. On a soupé ensemble, parce que je faisais un reportage. On a soupé ensemble à Montréal avant le voyage parce que ma conjointe était là. Hey, moi, je m'en vais pas au bout du monde sans rencontrer les gens avec qui je vais aller. Ça fait qu'on a passé la soirée avec eux autres. OK. Ça a super bien été et tout. Puis là-bas, ça a tellement été merveilleux qu'un matin, moi, je suis dans le lit avec ma blonde, puis je me dis, hey, j'aimerais ça t'épouser. Puis là, elle dit oui. Fait que là, moi, je partais. Elle ne voulait pas aller chasser ce matin-là, Lynn, elle voulait relaxer. Tu sais. Fait que moi, je rentre dans le lodge, puis je rencontre France. Elle dit, voyons donc, Louis, t'es tombé souriant. Tu sais. Ben, j'ai dit, je viens de demander Lynn en mariage. Puis elle a dit oui. Tu sais. Fait que j'ai dit, je suis officiellement fiancé. Elle dit, faut fêter ça. Fait qu'elle dit, pas à la chasse. Mais non, c'est ça, j'avais dit. Ouais, mais là, elle m'a dit qu'elle voulait un caillou, par exemple. Elle dit, pas à la chasse, tu t'organises de quoi. Puis quand tu vas venir à soir, tu vas voir. Tu sais. C'est incroyable. Il avait fait cuire un facochère, ça broche. Il avait fait venir des chanteurs africains. Tu sais, là, c'était le party, champagne à volonté. C'était vraiment wow. Puis elle m'avait gossé une bague avec un caillou, puis une attache de pain. Tu sais, là. Fait que là, je me suis mis à genoux, puis j'ai demandé officiellement Lynn en mariage, puis j'y ai rentré l'affaire de pain dans le doigt. C'était beau, c'était merveilleux. Mais c'est ça, c'est ce type de personne-là. Vraiment, là, si vous avez un endroit que vous rêvez d'aller en Afrique, allez là, il n'y a pas d'autre place. C'est vraiment top qualité au niveau humain aussi, c'est important. Madjj Safari Africa. Exactement. C'est la place à découvrir. C'est la fin de ce beau podcast-là. Un beau podcast Ça a encore. été très intéressant. Moi, pour ma part, c'est sûr que juste avec les discussions qu'on a eues, ça confirme que c'est une destination Faut que tu que mettes ça j'ai sur ton pas le agenda. choix d'y mettre un petit crochet un jour ou l'autre dans ma vie. Exactement, un jour. Donc, je mets ça sur ma liste. Ça, c'est sûr. Louis, merci encore d'avoir été plaisir. présent. Ça a été super le fun. Merci à vous d'avoir été présent à ce podcast-là. J'espère que vous avez aimé. Si des fois vous avez des idées, questions, commentaires, n'hésitez pas à les laisser ici-bas. C'est toujours le fun de vous lire, de vous entendre. Je vous répète encore une fois que le magazine 100% chasse-pêche est complètement gratuit. Vous n'avez aucune raison de ne pas vous abonner. Allez faire ça tout de suite si ce n'est pas déjà fait. Donc, c'est Phil pour le podcast 100% chasse-pêche, accompagné de mon ami Louis Turbide. On vous souhaite une belle fin de journée. À la prochaine. Salut bien.